trouvais ça important là, de mettre, c'est ça, de l'importance sur les analyses de laboratoire afin d'obtenir un diagnostic précis. Je vous explique pourquoi. Ceux qui étaient là à ma formation d'il y a 2 semaines sur les maladies, vous l'avez constaté, en fait, souvent les signes qu'un poisson ne va pas bien, en fait, vont être communs à plusieurs maladies. Puis si on veut agir tôt, en fait, avoir un diagnostic tôt, souvent, il va y avoir quand même beaucoup de mortalité sans que ça démontre plus de signes cliniques. Donc, si je vous donne un exemple ici, en fait, on peut avoir des signes cliniques qui sont peu spécifiques, surtout en phase suraiguë et en phase aiguë chez les alevins. Donc, quand on parle de la furonculose qui est causée par une bactérie, en fait, le traitement, c'est des antibiotiques. Par contre, quand on parle de nécrose pancréatique infectieuse, c'est un virus. Donc, ce qu'on peut faire pour diminuer l'ampleur de l'éclosion de la maladie, c'est des modifications de régie. Il n'y a pas d'autre traitement qu'on peut faire. Pour les flavobactéries, en fait, c'est des bactéries, c'est des produits de traitement dans l'eau qu'on va donner. Pour les parasitoses, c'est également des produits de traitement dans l'eau, mais ce ne sont pas les mêmes que pour les flavobactérioses. C'est vraiment des produits différents. Puis si on a affaire à un problème de qualité de l'eau, de toxicité, il faut modifier la gestion. Donc, vous voyez, pour tout ce qui est en dessous de la furonculose, si on a l'impression que, là, j'observe les poissons, puis on va essayer des antibiotiques. Moi, on dit c'est peut-être la furonculose. C'est pas une utilisation judicieuse des antibiotiques. Et je tiens à vous le mentionner. Nous, notre but, en fait, avec l'Ordre des médecins vétérinaires, c'est d'offrir une formation sur les techniques de nécropsie, en fait, pour les médecins vétérinaires. Donc, ça va s'en venir. Si on ne peut pas le faire en présentiel, on va le faire, on va s'enregistrer dans le fond, puis on va vous la rendre disponible. Mais inquiétez-vous pas. Si vous n'êtes pas à l'aise avec des nécropsies de poissons, envoyez-moi les poissons. Ça va me faire plaisir de le faire pour vous. OK? Fait que, inquiétez-vous pas du tout. Les analyses de labo, je peux m'en charger là, au complet. Vous allez faire votre visite, vous les envoyez par courrier recommandé ou le pisciculteur vient les porter. Aucun souci, on ne s'inquiète pas avec ça. C'est bon? Donc, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un diagnostic précis, de faire des cultures du rein caudal, comme je vous avais mentionné un peu plus tôt, puis de faire des antibiogrammes? C'est que, en fait, contre la bactérie Aeromonas salmonicida, vous savez, je vous l'expliquais tantôt, qui a des plasmides de résistance et tout ça. Il y a de plus en plus de résistance, dans le fond, de cette bactérie-là aux antibiotiques. Et il nous reste 2 antibiotiques, donc le chlorphénicol et l'oxytétracycline. Donc, il ne faudrait pas que les résistances, en fait, que la bactérie devienne résistante à ces 2 antibiotiques-là parce qu'on serait dans le trouble. Là, je vous ai mis, en fait, un tableau que j'avais présenté, là, je pense que je vous l'ai présenté aussi là, quand on a parlé de furonculose, mais à ceux et celles du MAPAC qui n'étaient pas là à ma présentation, vous voyez que quand même, au fil du temps, le service de la faculté de médecine vétérinaire en aquaculture a fait un gros effort de faire vraiment des cultures à chaque fois. Et puis, la résistance aux antibiotiques a quand même vraiment beaucoup diminué. On avait beaucoup de résistances multiples en tout début des années. Et on voit quand même là, qu'il y a certaines résistances là, à l'oxytétracycline. Comme je vous expliquais un peu tantôt, des fois, c'est un petit peu non juste, on ne sait pas trop d'où vient la résistance, et contre l'aquaflore. Ensuite, il y a des maladies d'importance pour lesquelles il n'y a aucun produit de traitement efficace. On l'avait vu aussi. Donc, pour ce qui est de la maladie bactérienne du rein et de la nécrose pancréatique infectieuse, en fait, c'est important de faire le bon diagnostic, d'autant plus que vous savez maintenant que la nécrose pancréatique infectieuse, c'est une maladie à déclaration obligatoire. Donc, quand on a une suspicion à la nécropsie, à l'analyse histologique, on doit aller en PCR pour confirmer le diagnostic. Donc, c'est vraiment, ça revenait à une question qu'on a eue tout à l'heure. Même quand on a la maladie, les lésions pourraient ressembler à d'autres maladies. Donc, on fait vraiment le PCR pour isoler l'agent, pour en fait confirmer finalement que l'agent infectieux est présent. Donc, ça, c'est des analyses qui sont importantes. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a des épisodes de maladie? C'est des modifications de régie, en fait, qui sont différentes pour les 2 maladies. Donc, il faut vraiment avoir ciblé la bonne maladie. Puis, comme je le disais, malheureusement, il n'y a aucun antibiotique ni produit de traitement qui est efficace. Ensuite, on peut avoir les mêmes signes cliniques, mais des agents infectieux différents, donc des traitements différents. OK?
Si on parle de dyspnée, donc de difficulté respiratoire des poissons, donc qui vont se tenir à l'entrée d'eau. Un poisson qui a de la difficulté à respirer, ça peut être quoi? Ça peut être une parasitose des branchies. Ça peut être une maladie bactérienne des branchies, donc c'est pas du tout la même chose. Dans une condition, c'est des parasites, l'autre condition, c'est des bactéries. Donc, c'est vraiment pas le même traitement, OK? C'est pas du tout le même produit de traitement qui va être efficace. Ce qui fait qu'il faut cibler la bonne cause, en fait, de la dyspnée, parce que sinon, un produit de traitement pourrait potentiellement nuire à la condition de l'autre et ne sera vraiment pas efficace et on va continuer à perdre des poissons. Donc, ça, c'est important. Puis, si c'est de l'irritation des branchies, en fait, ça va être une modification de la gestion. Fait que vous voyez encore le même signe clinique, mais on a des pathologies différentes puis des façons de l'approcher qui sont différentes. Ça va au-delà de ça aussi, parce que c'est pas tous les parasites qui vont répondre au même traitement et à la même fréquence et d'administration du traitement. Donc, la parasitose, qu'est-ce que ça va produire? Normalement, ça va faire que les poissons vont avoir du miroitement, donc vont vouloir se gratter. Ça fait une surproduction de mucus et ça cause de la dyspnée si on en a au niveau des branchies. On a 2 trématodes à crochet, on les a vus dans la dernière présentation. Ces 2 trématodes à crochet, ils vont répondre au même traitement, mais pas à la même stratégie de traitement. Si vous vous souvenez, là, le Gyrodactylus, il est vivipare, donc il a un embryon dans sa bédaine, donc un traitement suffit pour l'éliminer. Le Dactylogyrus, lui, est ovipare, il y a des œufs et les œufs ne répondent pas au traitement. Donc, si on a affaire à celui-là, il faut répéter les traitements. OK? Donc, important, encore une fois, d'isoler l'agent pathogène. Donc, l'importance des nécropsies, c'est que le bon traitement administré au bon moment, qu'est-ce que ça va permettre? De réduire les pertes d'argent, les pertes en fait en argent et en temps, parce qu'on ne passera pas notre temps à essayer de traiter quelque chose qui finalement ne répondra pas au traitement. Donc, ça, c'est important. On va arrêter rapidement l'évolution de la maladie une fois qu'on va avoir notre résultat de laboratoire. On va limiter les pertes aussi de production, donc les mortalités, mais aussi les ralentissements de croissance. Puis, on va limiter aussi la progression de l'antibiorésistance si on cible vraiment bien, la maladie à laquelle on fait face. Qu'est-ce que ça comporte, une nécropsie complète? Comme je vous ai dit, on prévoit une formation sur la façon de faire une nécropsie. Donc, ça comprend, dans le fond, de faire la parasitologie, frottis du mucus, biopsie des branchies, des nageoires. Donc, ça peut se faire très bien à la pisciculture si vous avez un microscope. Moi, c'est ce que je fais aux piscicultures. Sinon, comme je vous ai dit, ça se fait très bien au labo. Vous m'envoyez les poissons, je vais le faire pour vous, il n'y a pas de souci. Bactériologie, antibiogramme, vraiment important. Même si je suspecte un cas de nécrose pancréatique infectieuse, je vais quand même faire la bactériologie. Je la fais tout le temps, maladie. Fait qu'on peut avoir plusieurs maladies concomitantes en même temps. Même chose, vous traitez la furonculose avec des antibiotiques, ça répond plus ou moins. Est-ce qu'il y a des parasites en plus? Ça se peut. Si vous avez des parasitoses, vous allez avoir un stress du poisson. C'est clairement possible que vous ayez plus qu'une maladie aussi en même temps. On va faire l'histologie aussi à chaque fois, puis on va faire des analyses supplémentaires si on en ressent le besoin. Donc, si on a des suspicions, on peut faire des PCR, de la virologie, on peut faire de la mycologie, de la toxicologie. Puis, je n'ai pas parlé de la sérologie pour la toxine botulinique, là, mais on peut le faire aussi. Donc, qui est autorisé à faire des nécropsies, à établir un diagnostic et à prescrire et recommander un traitement? En fait, ça, c'est des actes qui sont vraiment réservés aux médecins vétérinaires. Parce qu'on va avoir des pisciculteurs qui ont vraiment beaucoup d'expérience, qui vont eux-mêmes faire des nécropsies. C'est correct si tu fais ta nécropsie, puis tu prends un produit de traitement, puis tu te dis, moi, je pense que c'est ça, je vais traiter ma production. C'est vraiment pas l'idéal, on s'entend, mais bon. Par contre, d'aller chez un autre pisciculteur, de faire des nécropsies, puis de dire, moi, je pense que tu fais face à ça, fait que tu devrais utiliser ça, c'est de la pratique illégale de la médecine vétérinaire. Il n'y a qu'un médecin vétérinaire qui peut faire une nécropsie complète, qui peut établir un diagnostic
qui peut traiter des affections avec des produits chimiques, des produits biologiques, des antibiotiques, puis qui peut faire des prescriptions. Ça, c'est comme assez évident, là. Mais poser un diagnostic, c'est vraiment un acte qui est vétérinaire. Donc, les types de maladies qu'on rencontre dans les piscicultures, il y a des maladies bactériennes, virales, les moisissures d'eau, il y a des fungus, il y a des parasitoses, il y a des maladies nutritionnelles qui sont touchées à diagnostiquer. Il y a des maladies reliées à la régie et il y a des maladies reliées à la qualité de l'eau. Là, je ne sais pas s'ils sont encore avec nous, les techniciens et techniciennes en aquaculture, mais ils sont super précieux, OK? Parce que je vous l'ai déjà mentionné, puis la docteure Chapdelaine vous l'a mentionné aussi, et la docteure Côté. Ils sont vraiment nos alliés, nos ressources pour faire tout ce qui est paramètres de qualité de l'eau, les débits d'eau, les agencements de bassins. Ils ont énormément de connaissances. Puis comme je vous disais dans une autre formation, nous, on n'a pas les appareillages pour faire ces analyses-là. Donc, on est vraiment très complémentaires. C'est pour ça qu'on veut vraiment qu'ils viennent avec nous quand on va faire la visite zone sanitaire numéro 2, la visite PISAC, parce que ça fait toute l'historique de la pisciculture. On a besoin de savoir dans quoi nos poissons vivent afin de poser un bon diagnostic puis qu'ils soient le mieux possible. Donc, vraiment, ils sont très précieux. Il ne faut pas hésiter à faire appel à eux. Je le fais très régulièrement d'ailleurs. Donc, petite section super vite sur l'emballage. C'est juste que si vous décidez de faire la première étape de nécropsie ou peu importe, si le pisciculteur, vous voulez qu'un pisciculteur envoie des spécimens au laboratoire, c'est pas de poser un diagnostic que de faire de l'emballage. Ils sont exactement capables de le faire. Donc, qu'est-ce qui est la façon d'envoyer des poissons qui est idéale, en fait, selon l'analyse qu'on veut faire? Bien, c'est sûr que quand c'est possible que le pisciculteur ne soit pas trop loin et qu'il vienne porter directement des poissons moribonds à la faculté, c'est ce qu'il y a d'idéal parce que vous voyez, hein, on est capable de faire toutes les analyses de laboratoire. Là, ça donne de très bons résultats avec des poissons moribonds qui nous sont acheminés vivants. Ensuite, si ce n'est pas possible, on peut par courrier recommander, en fait, par transporteur comme Purolator et Dalcom, faire envoyer des poissons sur la glace. Donc, c'est sûr que pour la parasitologie, c'est plus ou moins bon là, parce que les parasites vont être morts aussi, fait que des fois, ils sont difficiles à voir. Par contre, pour la bactériologie, c'est très bon. Pour l'histologie, ça dépend dans quel état les poissons arrivent. Ensuite, congeler. On peut encore faire de la bactério, mais quand un poisson congelé, c'est sûr qu'on ne pourra pas faire d'histologie là-dessus. Les microcristaux vont avoir détruit les tissus. La parasito non plus, non, ça va avoir détruit les parasites, donc ça, ce n'est pas l'idéal. Fixer dans le formol, j'adore ça pour les alevins, OK? Parce que les alevins pourrissent. Un alevin meurt, il est déjà pourri quasiment, là. Fait que pour l'histo, des alevins, je veux qu'ils me les envoient déjà formolés. S'ils sont capables, en plus de venir m'emporter des vivants, bien, c'est parfait pour la parasitologie. C'est bon, puis toutes les autres analyses, là, mais vraiment, pour l'histologie, là, les alevins, là, qu'un pisciculteur ne peut pas venir les porter, il les formole. Puis ce que je leur dis toujours aussi, c'est que si vous envoyez au fur et à mesure des moribonds, bien, euthanasiez-les et mettez-les dans le formol. Comme ça, on aura un petit peu une histoire de qu'est-ce qui s'est passé. Puis après ça, ils vont nous amener les alevins, là, puis ça va être plus facile de cette façon-là. C'est bon? Donc, l'envoi de poissons vivants, en fait, c'est sûr que c'est un petit peu touché, mais les pisciculteurs ont vraiment normalement des sacs là, de transport pour les poissons. Ils injectent directement de l'oxygène, en fait, dans le sac. Puis, c'est sûr qu'il faut mettre beaucoup de glace autour du sac, en fait, pour être sûr que les poissons arrivent encore vivants et qu'ils n'aient pas souffert dans le transport. Moi, je vous avouerais que les poissons, quand je les demande vivants, c'est les pisciculteurs qui ne sont pas trop loin qui viennent me les porter. Sinon, c'est moi qui se déplace puis qui va sur les piscicultures. Ensuite, poissons morts, frais ou congelés, bien là, c'est sûr que, tu sais, chaque poisson doit être mis dans un sac individuel pour pas qu'ils collent les uns sur les autres puis qu'on ne reconnaisse plus les lésions cutanées. Donc, c'est sûr que ça, je sais, ça fait du gaspillage, là, mais il faut idéalement qu'ils soient emballés dans des sacs individuels et puis entourés de glace. Ensuite, les alevins, comme je vous disais, les petits alevins peuvent être directement formolés et mentionner au pisciculteur qu'il faut qu'ils soient dans une bouteille de plastique, OK? C'est super.
Ensuite, si c'est des poissons qui sont un petit peu plus gros, là, des truitelles, ce qui peut être fait, c'est que la bédaine est ouverte, ils sont plongés dans le formol pendant 24 heures. Ensuite, ils sont sortis, ils sont épongés, ils sont mis dans des sacs de plastique et ils sont envoyés. Donc, de cette façon-là, ils sont tous formolés, mais il n'y a pas de grande quantité de formol qui se ramasse dans le transport. Si les poissons sont encore plus gros, ben là, il faut qu'ils fassent un travail un peu plus en fait, d'ouverture, si on veut. Donc, ils ouvrent le poisson complètement et puis là, ils vont faire la même chose. Dans le fond, ils vont le plonger dans le formol et puis ils vont nous l'envoyer dans des sacs de plastique. Et si c'est des vraiment très gros poissons, à ce moment-là, ils vont nous prendre juste les organes séparés qu'ils vont mettre dans un bocal de formol. Puis là, ils peuvent nous envoyer le bocal au complet puis prendre les lésions cutanées, là, si c'est le cas. Voilà! Fait que j'ai débordé un petit peu 5 heures. Je suis désolée, mais merci beaucoup d'avoir été là avec moi. Là, c'est là que je vous aurais parlé du groupe piscicole, mais je viens de vous en parler. Fait que mon plus gros souhait, ce serait que, dans le fond, vous ayez le goût de vous embarquer avec moi dans cette aventure et puis qu'on puisse s'occuper des piscicultures ensemble.